Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, couper des arbres et détruire des forêts au prétexte que des terroristes y trouvent refuge. Le phénomène a lieu au Burkina Faso alors que le pays subit déjà les effets de la déforestation due au changement climatique. Nous en parlons dans cette édition avec le reportage de notre correspondant Alidou Ouedraogo à Bobo-Dioulasso. Assure également l'analyse de Moussa Zerbo, ancien député et actuel défenseur de l'environnement. Nous irons ensuite au Tchad pour évoquer les conflits intercommunautaires, précisément dans le département du Nord-Canem. Une ONG allemande opérant dans cette zone a mis sur pied un comité de prévention et de gestion des conflits, nous dira notre correspondant André Cote-Madingar. Le fait marquant de la semaine, c'est cette offensive lancée par l'armée malienne dans le nord, dans les bastions de la rébellion séparatiste Touareg, qui a repris les armes contre l'État central. L'un de nos affiliés nous donnera les nouvelles fraîches depuis le Mali. Assure enfin le reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Lamine Traoré, qui nous parlera d'une association qui offre des fournitures scolaires à des élèves déplacés du fait de l'insécurité. Merci à vous de nous joindre, de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Cette information est diffusée en direct sur la page Facebook de VOA Afrique. Le Burkina Faso fait face au changement climatique et à la désertification. La région de Bobo-Dioulasso est l'une des plus boisées du pays, mais ses forêts sont aussi agressées avec une coupe abusive d'arbres. Du fait de l'insécurité, certaines forêts sont en train d'être déboisées car elles serviraient de refuge aux groupes armés. Reportage de Alidou Ouedraogo depuis Bobo-Dioulasso. La région la plus verte du Burkina, Bobo-Dioulasso, se bat pour préserver l'environnement. L'action de l'homme est la principale cause de sa détérioration. Parmi ces causes, l'activité minière et la crise sécuritaire. Le docteur Paulette Taïta est chercheuse au département environnement et forêt de l'Institut de recherche environnement-forêt. Le désert, on le sent venir petit à petit. Il y a beaucoup de causes que l'on peut répertorier. Par exemple, pour faire de l'agriculture, il faut défricher des champs, donc il faut enlever des arbres. Il y a aussi, lorsqu'on fait les prélèvements pour les constructions, lorsqu'il y a la confection de routes, de plus en plus il y a l'exploitation minière, les forêts sont de plus en plus envahies donc par certaines forces dont on ne maîtrise pas toujours la provenance. Un important facteur qui participe au déboisement ou à la déforestation. Et le docteur Taïta rejette toute idée de couper les arbres sous prétexte dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est vrai qu'il faut se protéger, mais il faut vraiment que nous protégions les arbres, il faut que nous protégions nos forêts. Ancien député à l'Assemblée du Burkina, Moussa Zerbo était membre de la commission environnement. Il nous fait le point de la déforestation au Burkina. Donc face à l'insécurité, quand la population quitte les lieux et que l'insécurité amène les gens à quitter les lieux, il va de soi que les agents aussi ne puissent pas rester à leur poste. Et de la sorte, il va de soi que leur absence ça laisse libre cours maintenant à ceux qui sont dans les parages de pouvoir piller impunément et de pouvoir couper le bois comme ils l'entendent. C'est un vrai danger et c'est une menace certaine pour en tout cas notre environnement. Pour Moussa Zerbo, il n'est pas question de détruire nos forêts à cause de l'insécurité qui vit le pays. L'état de désertification est très avancé. Chez nous, c'est très très avancé. Répondant directement au sacrifice qu'on veut faire de nos forêts pour la lutte contre le terrorisme, je pense très sincèrement, nous allons nous retrouver dans une situation un peu compliquée. Devant ces constats alarmants, certaines des populations semblent ne pas comprendre l'enjeu comme Daouda Sanfo. Bon, moi je pense que c'est normal puisque quand les terroristes vont aller se cacher dans la forêt, tant qu'on ne coupe pas les arbres, on ne peut pas les en avoir.
Même en les bombardant, si les arbres là sont tombés, il n'y a pas de problème. Après, on peut faire un reboisement des arbres. Sinon, en les laissant comme ça, ils vont nous envahir. Chaque fois, ils nous font que tuer. Finalement, nous tous, on va mourir et la forêt sera là. À quoi ça sert? Selon le docteur Taïta, les effets du changement climatique ont commencé. Donc, il y a l'érosion des terres que l'on constate. Il y a l'assèchement aussi de ces terres. Cela impacte donc sur le cycle de vie des ressources naturelles. Le docteur Taïta a affirmé que plusieurs espèces animales sont en train de disparaître au Burkina. Halidou Ouedraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique. Merci beaucoup Halidou Ouedraogo pour ce reportage. Halidou qui est en ligne avec nous depuis le Burkina Faso. Salut Halidou. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Focus Sahel. Alors, on vient de suivre votre reportage. Maintenant, quel est votre ressenti? Est-ce que vous avez l'impression qu'au Burkina, que les populations autour de vous, les gens sont conscients de la déforestation, de la désertification et de ses conséquences? Bien sûr, même aux confins du pays, les gens sont au courant de la déforestation et de la désertification parce que c'est une lutte qui a commencé il y a de cela maintenant une quarantaine d'années sous la Révolution. Il y avait même les trois luttes, c'était la coupe abusive du bois, les feux de brousse et la divagation des animaux. Quant aux conséquences, les gens sont également conscients de ce qui se passe, ce qui a valu à notre compatriote Yacouba Ouedraogo le prix Nobel alternatif. Aujourd'hui, avec toutes ces sensibilisations sur les changements climatiques, je pense bien que tout le monde est au courant des enjeux de la désertification. En 2018, en faveur du rétablissement des relations entre le Burkina Faso et la Chine, je crois que la Chine avait promis un hôpital de référence à Bobo Dioulasso, cet hôpital-là qui devait englober au moins 16 hectares de forêt. Donc, ce fut un tollé général au pays. Le gouvernement était obligé de reculer pour trouver un autre site pour cet hôpital. Donc, ça témoigne de la conscience des gens, ça témoigne que les gens sont au courant de ce qui se passe et des enjeux de la désertification dans notre pays. Oui, alors Halidou, est-ce que les conséquences se font déjà sentir concrètement sur le terrain? Est-ce que la déforestation a des conséquences sur le quotidien des Burkinabés? Bien sûr, la déforestation a beaucoup de conséquences d'ailleurs sur le quotidien des Burkinabés. Quand vous prenez déjà ces chaleurs torrides-là qui empêchent beaucoup de personnes de travailler, ça c'est une des premières conséquences. Si vous prenez par exemple la ceinture verte de Bobo Dioulasso, elle était à 10-15 km autour des années 94. Aujourd'hui, il faut aller au-delà de 25 km. C'est-à-dire que la forêt a reculé à Bobo Dioulasso et il y a des espèces animales et végétales qui sont en train de disparaître. Par exemple, vous savez, les gens aiment beaucoup la pharmacopée traditionnelle ici. C'est des racines, c'est des feuilles d'arbres que des gens vendent pour avoir leur vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces arbres-là qui ont disparu, donc ça joue sur leur quotidien. Et il y a ces animaux mineurs que les gens prenaient, ça et là, autour de la ceinture verte, comme des lièvres, comme de petits animaux qui pouvaient revendre. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc tout ça, ça joue sur le quotidien des Burkinabés. Oui, mais Halidou, est-ce qu'il y a des initiatives en faveur pour lutter contre la déforestation, la désertification? Oui, il y a beaucoup d'initiatives ici au Burkina. Je crois qu'avec votre invité, vous aurez l'occasion. Il reviendra peut-être de plus avec plus de détails sur les initiatives. Plus de détails, quoi. Voilà, sur les initiatives. Parce que ici, vous avez des campagnes de sensibilisation, vous avez des campagnes de reboisement. Et je vous dis que tout le mois d'août au Burkina Faso est consacré au reboisement. Donc, ce sont des initiatives que et le gouvernement et la population sont en train de prendre aujourd'hui pour, en tout cas, aménager, pour essayer de reforester notre environnement. Merci beaucoup, Halidou Ouedraogo. Vous êtes l'un des correspondants de VOA Afrique au Burkina Faso et vous l'avez annoncé, on a un invité pour parler de cette question. Il s'agit de Moussa Zerbo, c'est un ancien député, ancien président de la commission du développement rural, de l'économie et des changements climatiques à l'Assemblée nationale. Il est actuellement coordonnateur du mouvement pour la protection de la forêt de Kua, près de Bobo Dioulasso. Monsieur Zerbo, bienvenue. Ok. Bonsoir. Voilà. Quelle est l'ampleur de la déforestation et de la désertification au Burkina Faso? Bon, il faut dire que l'ampleur est assez préoccupante, même si des efforts sont consentis
par les autorités en place parce que il y a ce qu'on appelle la coupe abusive du bois pour des besoins domestiques que nous connaissons. Et la population ne comprend pas forcément l'intérêt et l'importance de ces forêts qu'ils ont à côté d'eux. Donc, très souvent, on en abuse dans l'exploitation de ces forêts-là et de ces arbres. Il y a donc la coupe pour l'utilisation à des fins domestiques, mais dans le reportage, on évoque des pratiques qui consistent à couper des arbres pour prétendument empêcher les terroristes de se cacher dans la forêt. Qu'en pensez-vous? Bon, mais cela peut être possible aussi dans certaines localités, vu que ce sont des niches vraiment de, comment on appelle ça, des terroristes. Mais bon, ça aussi, ce n'est pas à une très grande échelle à ce point-là. Donc, ce n'est pas à une très grande échelle. Mais quand cela ne tienne, bon, je me dis que c'est des pratiques aussi qu'on pourrait rencontrer dans les zones qu'on appelle à haut défi sécuritaire. Alors, quelles sont les conséquences concrètes de ce phénomène de coupe abusive de bois, comme vous l'avez dit, et de la désertification sur les Burkinabés, sur le pays et le gouvernement même, pour le dire, hein? Oui, bon, il faut le dire parce qu'en réalité, ce qu'il faut saluer au passage, c'est que le gouvernement lui-même en a pris conscience à travers le ministère de l'Environnement qui a institué une journée nationale même de l'arbre à l'occasion où on sensibilise la population à pratiquer en tout cas les reboisements et puis à reforester. Voilà. Sinon, l'ampleur, comme on l'a dit, est énorme par moment et les conséquences sur les populations, comme on le dit souvent, c'est le réchauffement climatique que nous connaissons. Voilà. Donc, moins il y a des arbres, plus il y a la nature qui s'échauffe. Il y a également que nous connaissons aussi l'éloignement, puisque tant que vous ne restaurez pas, il faut aller de plus en plus loin pour aller chercher le petit nécessaire. Alors que sur le plan de la santé, vous savez que chez nous, ici, la pharmacopée traditionnelle utilise beaucoup les produits de la forêt. Exactement. Donc, ça fait qu'il y a certains arbres et à certaines espèces qui sont en voie de disparition, alors que ça rentre étroitement dans la santé pour soigner les populations. Alors, vous avez parlé de campagne de reboisement. C'est la seule solution selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ce phénomène? Il y a la sensibilisation, puisqu'en réalité, il faut la sensibilisation et il faut sévir. Il faut sévir par moment. Quand je dis sévir, ça veut dire qu'il faut arriver à imposer certaines choses aux personnes qui s'adonnent à ces pratiques-là, notamment retirer les instruments, les imposer des taxes, des amendes qui pourront les décourager. Sinon, la pratique, en tout cas, de la sensibilisation, je me dis, si vous voyez certaines personnes s'adonnent à cette pratique, c'est par méconnaissance de l'intérêt et de l'importance que revêtent les plantes, les arbres pour nous. Voilà, donc il y a lieu de renforcer la sensibilisation. La sensibilisation des populations, mais aussi des lois. Vous qui êtes ancien député, qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là, au niveau de l'Assemblée nationale? Oui, au niveau de l'Assemblée nationale, de concert avec le ministère de l'Environnement, en tout cas, beaucoup d'actions sont entreprises en ce sens-là parce que il y a que les organisations paysannes sont organisées et à l'occasion, il y a des récompenses qui sont données à tous ceux qui créent, j'allais dire des bosquets et tous ceux qui entretiennent, j'allais dire des espaces verts qu'on aménage toujours pour renforcer le couvert végétal. En tout cas, de ce côté, le gouvernement déploie beaucoup d'énergie et il y a beaucoup de lois aussi qui encadrent vraiment, j'allais dire, l'exploitation de nos forêts. Merci beaucoup Moussa Zerbo, merci d'avoir participé à cette émission. Merci également pour votre combat pour la préservation des forêts au Burkina Faso. Je rappelle que vous êtes ancien député, ancien président de la Commission du développement rural, de l'économie et des changements climatiques à l'Assemblée nationale et vous êtes coordonnateur du mouvement pour la protection d'une forêt près de Bobo-Dioulasso. Le Sahel, une région à la croisée des chemins.
Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Merci de regarder Focus Sahel, une émission de VOA Afrique diffusée en direct sur Facebook et nos différentes plateformes digitales, mais également diffusée sur nos différentes stations partenaires. Après le Burkina Faso, rendons-nous maintenant au Tchad, précisément dans le département du Nord-Kanem, situé à moins de 300 km du Niger, un département en proie aux violences de tout genre. Préoccupé par la recrudescence des conflits intercommunautaires, la GIZ, une ONG allemande opérant dans cette zone, a mis sur pied un comité de prévention et de gestion des conflits. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, vient d'y séjourner. Regardez son reportage. Les conflits les plus récurrents dans le département du Nord-Kanem sont ceux opposant éleveurs et agriculteurs. Les disputes autour des puits pastoraux sont aussi fréquents. Des conflits souvent mal gérés par les autorités administratives locales, estime Fatima Zara Djibrine, présidente du Collège des femmes productrices du département du Nord-Kanem. De par mon influence dans la communauté et mon expérience dans ce domaine, les membres du comité de prévention et de gestion de conflits ont fait appel à moi pour que je puisse les aider. Et très vite, je conduisais cette équipe dans un village Kou où un conflit opposait deux communautés autour des Wadi. Depuis plusieurs années que l'État, à travers ses services décentralisés, n'a pas pu le faire. Le chef du village de Laïs dans la sous-préfecture rurale de Noku, Haki Sanaï, se réjouit de la campagne de sensibilisation pour la cohabitation pacifique entamée par les membres du comité de prévention et de gestion des conflits dans tout le département du Nord-Kanem. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre village. En plus des conflits ouverts, nous gérons quotidiennement aussi des cas de vol et de viol présumés de nos femmes, des conflits fonciers et des actes de délinquance primaire des petits bandits qui écument notre localité. Des situations que l'État n'arrive pas à résoudre, mais Dieu merci, le comité de prévention et de gestion des conflits nous a aidés à solutionner. Le secrétaire général du comité pour la prévention et la gestion des conflits dans le Nord-Kanem, Moussa Mboudou Abdraman, confirme au micro de VOA Afrique que ce sont les hommes politiques et les autorités locales qui poussent certaines communautés contre les autres à cause de la gestion des wadis, un espace favorable pour la culture. Le plus souvent, c'est leurs chefs qui sont déjà dans des grandes villes. C'est eux qui poussent à créer des problèmes. Selon les traditions, si c'est les terrains dans le wadi, même des milliers d'années, appartiennent toujours à quelqu'un. Les terrains secs dans le sable, comme là où nous sommes ici, 7 ans après, sans exploiter, le terrain appartient à celui qui revient. Ces petits problèmes, ça va quand même provoquer des grands problèmes, conflits intercommunautaires. Parfois, les autorités elles-mêmes restent d'autre côté. On ne cache rien aujourd'hui. Tout en refutant les allégations selon lesquelles les autorités locales sont toujours impartiales dans le règlement de ces conflits, le sous-préfet rural de Noku, Yaya Abdrasoul Barka, reconnaît que ces petits malentendus entre les communautés risquent de mettre en mal la sécurité du département du Nord-Kanem de par sa position géographique. Le Nord-Kanem est exposé à plusieurs menaces. On est frontier avec certains pays comme Niger, Nigeria, la Libye. Donc vous connaissez ce qui se passe dans ces pays voisins. Donc nous sommes vraiment exposés. Mais Dieu merci pour le moment, on est calme. La population va à leurs activités quotidiennes. Pour le secrétaire général du département du Nord-Kanem, Younous Abdrahim Moussa, les conflits qu'engendre son département ne sont pas de nature à compromettre la sécurité dans sa circonscription. André Kodoumadjingar, de retour de Noku dans le Nord-Kanem, N'Djamena pour VOA Afrique.
Retournons au Burkina Faso pour la note positive de cette édition. Là-bas, c'est déjà la rentrée des classes. Children's Dream, une association aux modestes moyens, tente d'apporter le sourire aux élèves déplacés à cause de l'insécurité. Elle leur a offert des kits de fournitures scolaires. Les bénéficiaires, eux, n'en ont pas de mots pour remercier les donateurs. Et écoutons ce reportage de notre correspondant, Lamine Traoré. Ici à Yagma, en périphérie nord de la capitale burkinabé, sur un site de déplacés, des membres de l'association Children's Dream viennent en aide aux élèves déplacés. L'association est venue offrir au moins une centaine de kits, des fournitures scolaires à ces enfants qui ont fui la guerre. Une joie immense pour les bénéficiaires. On ne peut pas exprimer totalement nos sentiments pour l'association Children's Dreams qui est venue ce matin à Yagma ici distribuer des fournitures pour des enfants. Franchement dit, on est vraiment content et puis on n'a rien d'autre plus de les dire que le remerciement. On les remercie beaucoup et puis franchement dit, on est vraiment content d'eux. C'est un peu compliqué puisqu'un déplacé, il est là et il n'a pas de travail. Et puis normalement, un enfant doit aller à l'école. Ça, c'est véritablement un souci pour les parents d'élèves. S'il y a tous ces déplacés, c'est en partie dû à l'insécurité. Et disons que l'insécurité est une cause de ces déplacés-là. Et vu que tout le monde a droit à l'éducation, on dira que l'insécurité porte un frein à l'éducation de ces enfants. Il était important pour l'association de venir épauler ces enfants qui doivent eux aussi être scolarisés. Nous avons décidé de faire ce don pour témoigner de notre solidarité avec toutes ces personnes-là qui sont affectées par l'insécurité. Nous pensons que c'est très important et même très très nécessaire parce que le besoin s'est posé. On a approché les acteurs éducatifs sur le site et ils nous ont fait cas en tout cas des difficultés que les parents rencontrent et nous avons voulu vraiment témoigner de notre solidarité, soutenir aussi l'éducation parce qu'on voit que c'est l'avenir, ça fait partie des objectifs de notre association et c'est pour les soulager un peu parce qu'ils sont déjà dans une situation très difficile donc on veut soulager les parents, soulager aussi les élèves. L'association Children's Dream existe depuis 2019 et elle a déjà mené plusieurs actions en faveur de l'éducation, surtout des jeunes filles. Elle lance un appel aux partenaires et autres bonnes volontés à les accompagner et soutenir pour continuer leurs actions. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci beaucoup Lamine Traoré pour ce reportage. À présent, le fait marquant de la semaine, c'est au Mali. Un important convoi de l'armée malienne a quitté Gao lundi en direction de la région stratégique de Kidal, bastion de la rébellion séparatiste Touareg qui a repris les armes contre l'État central. L'offensive serait lancée au moment où l'armée malienne est menacée dans le nord entre Gao et Tombouctou par une reprise des hostilités des groupes armés à dominante Touareg, mais aussi par une recrudescence des attaques djihadistes. Pour en parler, retrouvons Sékou Tangara, le rédacteur en chef de la télévision Africable. Salut Sékou Tangara. Bonsoir. Très ravi de vous retrouver donc. Que sait-on de la décision de Bamako de mener une offensive sur Kidal? D'après vous, pourquoi ça a été décidé et quels en sont les objectifs? D'abord, il faut apporter une petite précision. Il n'y a pas eu de décision de Bamako de mener une offensive contre Kidal. Ce qui s'est passé, c'est qu'en juin dernier, le MINUSMA, le Conseil de sécurité des Nations Unies, a décidé du retrait de la MINUSMA du Mali. Et dès lors que les casques bleus vont se retirer, il est prévu que toutes les emprises qu'ils occupaient soient rétrocédées à l'armée malienne. On a vu la rétrocession de Ber et dans cette semaine, il y aura les rétrocessions de Kidal, de Aguelok et de Tessalit. Et c'est dans cette logique-là que l'armée est en train de se déplacer vers ces zones-là.
Merci beaucoup pour cette précision très importante. Alors, comment est-ce que les Maliens réagissent à ces mouvements de troupes? Que dit-on dans l'opinion et dans la presse? Bon, dans l'opinion, les commentaires, souvent, c'est beaucoup d'espoir. Il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui de la part des personnes âgées. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à Kidal et autour de Kidal, on peut tranquillement mourir, c'est le commentaire de certains Maliens, parce qu'ils ont pensé que le Mali avait été humilié de Kidal, l'armée malienne avait été chassée de Kidal en 2014, et voir aujourd'hui l'armée revenir gaillardement, pour beaucoup de Maliens, c'est un motif de satisfaction, et c'est quasiment le principal sujet de conversation dans les administrations, dans les bureaux, et également les principales émissions au niveau des radios. C'est cette actualité qui est largement commentée aujourd'hui au Mali. Oui, alors cette actualité est commentée, mais un mot peut-être sur les conditions de travail et d'accès dans cette zone. Comment vous faites pour avoir des nouvelles là-bas? Bon, les nouvelles, elles sont quasiment, c'est dans un sens, c'est beaucoup plus la voie officielle. C'est l'armée qui communique à travers la direction des relations publiques des armées, la DIRPA, qui tient des conférences de presse régulières. Les autres bribes d'informations, c'est sur les réseaux sociaux avec des personnes qui se trouvent dans ces localités-là ou qui ont des connaissances dans ces localités-là. Mais puisque ça appelle à la prudence, c'est souvent des informations qu'il faut prendre avec tact. Et les journalistes, dans cette situation de guerre, la plupart souvent préfèrent s'en tenir à la version officielle, à la version donnée par l'armée, même si souvent aussi on voit les ex-combattants, les ex-rebelles, c'est-à-dire les combattants de la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui font également des communiqués sur les réseaux sociaux et souvent sur certaines presses occidentales. Merci beaucoup Sekou Tangara, rédacteur en chef de la télévision Africable, une station partenaire de VOA Afrique. Et c'est quasiment la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci au public qui est resté connecté sur Facebook, qui nous a aussi écoutés sur nos stations partenaires, sur nos stations FM partout en Afrique. Merci au public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à tous nos invités qui ont répondu présents aujourd'hui et qui ont partagé leurs expertises avec nous. Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui nous ont apporté les nouvelles fraîches de cette région. Mohamedou Oumfa, c'était moi. Je vous remercie. Je remercie également Michel Joseph qui assurait la mise en onde et Trésor Matondo qui a permis que cette émission soit diffusée en direct sur la page Facebook de VOA Afrique. Une émission que vous pouvez retrouver évidemment sur nos différentes plateformes, sur YouTube, également sur le site web www.voaafrique.com. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.